à vie du football. En ce moment, on pensait que vous étiez définitivement perdu pour le foot en général, mais en ce moment, vous décidez de vous exiler. Vous posez votre valise à Tournai plutôt en Belgique, dans une équipe de deuxième division. L'expérience ne dure qu'une année. Le temps qu'une autre équipe, Serein, qui venait d'accéder en première division, vous remarque et vous enrôle dans ses rangs. Mais votre nom, Jules François Vaucandé, fera le tour du monde, surtout en 1986, vous êtes à Metz, le meilleur buteur du championnat de France. Convoité par de nombreux clubs européens, vous choisissez d'aller à Paris aux côtés de Dominique Rochaud, de Civic et de Oumar Gaïsen, un autre de vos compatriotes. Après une saison pour le moins difficile, vous vous retrouvez dans le sud de la France à Nice avant de terminer votre carrière, en tout cas en France, à Lens. En 1994, alors que vous veniez de raccrocher vos crampons, vous êtes promu entraîneur en chef de Lyon du Sénégal. Avec votre ami Lecoq, vous amenez l'équipe nationale à Tunis. Vous vous arrêtez à un quart de finale. Mais Bocandé, entraîneur, n'aura pas la même réussite malheureusement que Bocandé, joueur. Pour n'avoir pas pu qualifier le Lyon pour la Coupe d'Afrique des Nations en 1996 en Afrique du Sud, vous êtes remercié. Et puis bien sûr en dehors du foot, auquel vous continuez de vous intéresser, et peut-être même que vous êtes en réserve un petit peu de la République, comme on dit généralement, on en parlera tout à l'heure. En dehors du foot, vous jouez au tennis de temps en temps, vous vous intéressez également à la musique, il vous arrive de pousser la chansonnette, on l'a un petit peu vu avec votre ami Aziz Samba. Voilà, Jules, très rapidement votre portrait. Je vous demanderai peut-être une petite réaction si vous avez des précisions à faire sur ce portrait que j'ai tenté tout à l'heure de faire. Oui, tout à fait, bonsoir. Je pense que déjà, en 94, quand j'étais entraîneur, j'étais pas entraîneur en chef, parce que les gens ont raconté, mais j'étais dans c'était un duo, Bouba et moi, donc on n'avait pas de chef, on était tous les deux ensemble. Voilà, et mon premier club, donc, en Belgique, c'était donc un club de 3e division. D'accord. Donc, deux petites précisions. Alors, Gilles, je vais très rapidement entrer dans le vif du sujet. On ne peut ne pas en parler. Le Sénégal ne sera pas présent à l'année prochaine pour la fête du football africain. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes surpris de cette élimination du Sénégal? Alors, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, tous les fans du football ont compris. Je pense qu'aujourd'hui, moi je le savais depuis le départ, qu'on ne pouvait pas se qualifier parce qu'on n'a pas une équipe quand même pour jouer les premiers rôles africains. Je pense que tout le monde le sait et que quand on n'arrive pas à gagner à la maison, on peut pas se qualifier. Donc on ne pouvait pas du tout prétendre être Burkina. Bon, et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le football mondial, partout dans le monde, c'est les anciens qui gèrent le football. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent ici au Sénégal. Les gens pensent que c'est eux qui ont inventé le football, or que le Sénégal n'a pas inventé le football. Partout dans le monde, ça se passe comme ça. Et nous, ici, on a envie de faire autre chose. Et quelque part, c'est ça qui m'a choqué. Parce que je me dis que c'est pas normal quand on a autant de talent, autant de joueurs de haut niveau, et qu'on les mette de côté. Je pense que même si c'est pas pour entraîner, je pense qu'on doit être là pour donner des conseils. Aujourd'hui, le football français, on ne prend pas de décision dans le football français sans pour autant contacter l'association des anciens internationaux, qui est composée de Michel Platini, Tigana, Giresse, Rocheteau, etc. Vous vous sentez un petit peu exclu de la gestion du football sénégalais? Tout à fait. Je pense que je me sens complètement exclu, mais je ne suis pas le seul. Je pense que c'est surtout les anciens. Nous, on a une association des anciens internationaux. Je pense qu'on doit être dedans. On doit être dedans dans le football sénégalais parce qu'on a tout donné au football sénégalais. Et c'est ce que je dis. Le type qui n'a jamais porté le maillot national ne sait pas ce que sa valeur à la limite. Parce que le maillot national, moi je l'ai porté pendant des années. À chaque fois que je portais ce maillot national, je sentais tout le peuple sur les épaules. Et aujourd'hui, donc, quand on voit le basket, donc aujourd'hui, je suis désolé, regardez le basket, les gens qui entourent le basket, c'est tous des anciens internationaux.
Aujourd'hui, bon, nous, on nous amène des gens, je ne sais pas d'où ils viennent. Je suis désolé, je ne suis pas là pour critiquer, mais j'ai uniquement envie de voir le football de mon pays au plus haut niveau. Moi, j'ai tout donné à ce football. C'est dommage que j'ai pas pu gagner la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai pas eu la chance de jouer une Coupe du Monde aussi parce que j'ai jamais d'ailleurs participé à l'élimination l'éliminatoire d'une Coupe du Monde. J'ai dit c'est dommage. Je pense que vu ma carrière, je pouvais quand même jouer au moins une Coupe du Monde. Gilles François, on reviendra tout à l'heure parce que vous avez quand même eu la chance d'entraîner l'équipe nationale. Donc, vous aviez peut-être la possibilité d'appliquer vos idées. On reviendra tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu peut-être soumettre vos idées en pratique. Mais revenons un petit peu sur votre carrière. Est-ce que vous vous rappelez, Gilles, de votre première sélection en équipe nationale? Vous aviez quel âge? J'avais 18 ans. J'avais 18 ans, j'étais le joueur le plus jeune. On était dans le 3. Il y avait Léo Bambi, Amadou Diop et Koto. Donc, je venais juste de l'équipe nationale junior. On m'a injecté à l'équipe première. Mais dites-moi, Gilles François, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez devenir plus tard un grand buteur? Parce que quand vous avez démarré ici, quand même, vous étiez milieu de terrain, plutôt milieu défensif qu'offensif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a pris en main? Comment êtes-vous arrivé à jouer comme attaquant? Justement, je pense que quand j'étais ici, j'ai joué milieu de terrain, pas défensif, mais offensif. Et quand je suis arrivé en Europe, c'est ce que je dis à tous ces jeunes, on n'est pas le buteur. J'ai beaucoup travaillé. J'ai passé quand même une heure et demie devant les buts avec un gardien et un ballon. C'est vrai que bon, pendant des années, j'ai passé tout mon temps à travailler devant les buts. Et je pense qu'il n'y a que le travail qui paye, on le dit à chaque fois. Moi, je ne suis pas un buteur. Comme vous l'avez dit, j'ai joué libéraux au Sénégal. J'ai joué milieu de terrain. J'ai joué un peu attaquant. Mais bon, au Casa Sport, on avait un buteur qui était là, qui s'appelait Bassirou Ndiaye. On n'avait pas besoin de moi devant. Je pense que pour devenir un buteur, il faut le travail. Il faut le travail, quoi. Bassirou Ndiaye, qu'est-ce qu'il est devenu? Et il est en France. Il a joué un peu au football en France. Et il a arrêté. Là, il était là pendant les vacances, d'ailleurs. Donc, on va revenir un petit peu sur cette finale perdue contre la GIA. À la fin de la rencontre, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pourquoi avez-vous frappé là? Là, je ne pourrais vraiment pas l'expliquer parce que je pense que c'était l'âge, c'était la jeunesse. J'étais un gamin, vraiment un gamin. Pour réagir de cette façon, j'étais vraiment un gamin. Je pense que le fait que j'ai perdu cette Coupe du Sénégal, je n'ai pas digéré. Parce que l'année d'avant, on l'avait gagné contre les Garabes. Et c'est à cause aussi du penalty raté, l'arbitre a fait recommencer le penalty, il n'y avait pas penalty. Je pense qu'il y avait un tout. Et moi, je dis surtout, c'est à cause de mon âge. Et je l'ai beaucoup regretté. Est-ce que le soir, juste avant la fin du match, est-ce que quand les gens sont venus vous voir, est-ce que vous avez tout de suite regretté votre geste et vous vous êtes dit, finalement, il a bien arrêté cet arbitre parce que finalement, il y avait tout à l'heure. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai dit, c'était l'âge. J'ai jamais pensé, je l'ai jamais regretté sur le coup. Je pense que je l'ai regretté après, quand je suis parti en Europe. Déjà avant, quand j'étais suspendu donc à vie. Et j'ai vu que bon, ma carrière commençait à se détruire. Parce que bon, moi j'adore le football. Je pensais faire carrière dans le football. Et quand on m'a suspendu à vie, c'est vrai que j'ai beaucoup chialé. Heureusement que j'avais une maman qui était là, qui m'a soutenu, qui m'a dit c'est pas grave, tu vas voir, ils vont te pardonner, tu vas rejouer au football. Mais je ne pouvais pas comprendre. Vous avez eu vraiment peur que votre carrière se termine? Voilà, vraiment peur parce que j'étais gamin et j'adorais le football, j'avais tout abandonné pour le football. Je ne pouvais pas comprendre. À mon âge, je pensais que la sanction a été vraiment dure. On pouvait au moins me suspendre 6 mois, mais je pense qu'il fallait un exemple. Ils ont frappé et je pense que c'est normal. S'ils ont un conseil à donner aux jeunes, il ne faut jamais toucher un arbitre parce que ça ne se fait pas. L'arbitre, il est tout seul. Devant déjà, il y a déjà 11 joueurs, plus 20 000 spectateurs. Je dis, c'est les gens, il faut les comprendre. Mais aujourd'hui, c'est une page complètement tournée parce qu'on m'a rappelé que vous êtes réconcilié avec ce fameux arbitre, Bakary Sarr. Dans quelles conditions avez-vous vous rencontré plus tard et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand je suis revenu en vacances, quand je suis parti donc en Europe.
quand je suis revenu en vacances, j'ai essayé quand même de le rencontrer et vraiment je me suis excusé parce que je pensais que c'était normal de m'excuser ce que j'ai fait si je ne devais pas le faire. Et il a bien compris. À propos des arbitres, on m'a aussi raconté une autre anecdote quand je préparais cette émission un petit peu. On m'a dit que lors du match Sénégal-Zaïre, vous tirez un penalty et puis l'arbitre gabonais vous demande de recommencer et puis vous avancez vers lui et vous dites combien vous a donné, dites-moi, je vous donne le double tout de suite. Oui, non, c'était pas cause du penalty, c'est surtout quand Roger Mendy a marqué, parce que bon, on a marqué quand même 1 but au Zaïre, et que le type a sorti le ballon juste après la ligne, et l'arbitre a fait semblant de ne pas voir. Ça, j'ai pas supporté. Je l'ai dit, c'est vrai que moi, je lui ai demandé combien on va payer, et il me dit, et moi je vais payer le double. Bon, c'est parce que quelque part je le pensais. Je pensais que quelque part ils avaient volé une victoire, parce qu'il y avait bien un but, ils avaient volé ce but, et bon, j'étais un peu... Vous aviez disjoncté complètement. Tout à fait. Et là, je ne l'ai pas pardonné. Je ne l'ai pas pardonné parce que, à cause de lui, on a été éliminé pour le Maroc. Et ça, je ne l'ai pas pardonné. Et jusqu'à présent, j'arrive pas du tout à lui pardonner ça. Oui, tout à fait. Ça me permet un petit peu d'enchaîner sur la corruption dans le monde du football. On a vu un petit peu ce qui s'est passé à l'OM, à l'Olympique de Marseille. Et quand le fait est arrivé, ça me dit, bon, mais ça n'est pas naïf. Bon, ces choses-là, ça arrive tout le temps. Est-ce que vous avez vécu ça un petit peu? Est-ce qu'on a tenté un jour en Europe de vous acheter? Tout à fait. Je pense que ça fait partie du football de haut niveau. Vous savez que le football de haut niveau, il y a beaucoup d'argent. Il y a les gens parlent de ça. Donc, il y a ce genre de magouilles. La dernière fois, on en parlait encore avec Obédio et Bouba. Ça existe, mais je pense que quand la FIFA a frappé l'OM, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont peur quand même de ce genre de choses. Mais est-ce que vous pouvez nous donner, vous personnellement, un exemple, un jour, est-ce qu'on vous appelez au téléphone en disant, Gilles, est-ce que vous ne pouvez pas lever le pied un petit peu pour un match? Tout à fait, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que bon, je ne vais pas dire le club qui m'a téléphoné, mais c'est vrai quand même, j'ai déjà eu ce genre de choses, quoi. On m'a déjà appelé au téléphone pour me proposer de l'argent, me dire, bon, écoute, fais semblant, sois blessé, joue un quart d'heure et puis après tu te blesses, tu sors, et puis après à la sortie tu gagnes le temps. Bon, mais moi je raccroche tout de suite. Voilà, je raccroche tout de suite parce que pour moi le football c'est sacré, pour moi le football c'est ma vie, j'adore ce métier, j'adore ce truc et je pouvais pas accepter ce genre de choses parce que comme vous me connaissez, quand je fais quelque chose, soit je le fais ou je le fais pas. Alors le football c'est ma vie, je tiens trop à ce truc que je peux pas être malhonnête dedans. Excusez-moi, on dit que Jules c'est une grande gueule, excusez-moi de le faire, c'est vrai? Non, une grande gueule, non, je pense que j'ai mon franc-parler. J'ai mon franc-parler et ça dérange. C'est vrai que ça dérange des fois. J'ai même des problèmes des fois avec ma famille qui n'arrive pas à me comprendre. Mais c'est pas parce que j'ai une grande gueule, pas du tout, je pense pas. Mais j'ai mon franc-parler. Quand j'aime pas quelque chose, je dis j'aime pas. Ça c'est clair, quoi. Et les gens ne supportent pas ça. Et Gilles, vous avez été suspendu à vie. Alors moi j'aimerais bien savoir dans quelles conditions vous êtes revenu en équipe nationale, parce que quand vous partiez d'ici, bon, vous étiez perdu pour le football. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on vous a appelé pour vous dire, bon, revenez jouer en équipe nationale, est-ce que vous avez hésité? Parce qu'après tout, vous pouviez vous dire, bon, ils m'ont suspendu à vie, donc c'est bon, quoi. Bien sûr, mais j'ai jamais hésité parce que ça concernait quand même mon pays. Du moment que... Qui vous appelait? Est-ce que vous vous souvenez? Je ne me souviens pas. Je pense que c'était l'entraîneur ou le dirigeant de la fédération qui m'avait appelé pour me demander est-ce que je pouvais venir jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Bon, ma première réaction, c'est vrai que j'ai dit à cette personne non, mais moi j'étais suspendu à vie chez nous, j'étais suspendu à vie au Sénégal, donc je ne peux pas jouer à l'équipe nationale du Sénégal. Et il m'a dit non, ils ont levé la suspension, tu as été gracié. Et alors donc tu peux rejoindre l'équipe nationale. Et sans problème, j'ai dit oui, pourquoi? Parce que j'ai que ça, quoi. Comme on dit, c'est mon pays. Je le veux ou je ne le veux pas, je suis sénégalais et je dis que bon, à chaque fois que je pouvais apporter quelque chose pour mon pays, j'ai jamais hésité et c'est à cause de ça que j'ai oublié ce truc. C'est vrai que ça m'a fait très très mal quand j'étais suspendu à vie. En partant, je me suis dit, terminé, l'équipe nationale du Sénégal ne m'intéresse plus, mais quand ils ont fait appel à moi, est-ce
que vous vous souvenez de ce match que j'ai pas fait un petit peu le match du rachat? Vous deviez avoir des frissons en reportant ce match. Bien sûr, parce que là, j'étais parti pendant les années. Je me rappelle, j'étais encore à Metz. Bon, le premier match, c'était contre Togo. C'était un super match. Je pense que ça a été mon meilleur match en équipe nationale du Sénégal. J'ai pas marqué de but, mais ce jour-là, j'avais un défenseur qui était plus costaud que moi. Et je pense qu'on a complètement déblayé le terrain. C'était à Demba Diop. Et pour moi, ça a été vraiment mon meilleur match. Parce que physiquement, j'étais là, techniquement, tactiquement. Ça a été un match très très dur. J'ai pas marqué. On a fait 0-0, je crois. Mais pour moi, c'était mon meilleur match. Demba Diop qui vous a si souvent réussi. On se rappelle de ce fameux match contre le Zimbabwe. Je te raconte que, je ne sais pas si c'était après le deuxième ou le troisième, vous êtes allé sur le banc de touche. Et puis, on raconte que vous auriez changé de maillot, etc. Non, j'ai pas changé de maillot, j'ai enlevé mon maillot, j'ai remis le même maillot. Et en parlant d'ailleurs de ce match, quand je disais que le Sénégal, c'était mon pays, c'était tout pour moi, je me rappelle le match Sénégal-Zimbabwe. Alors là, ça a été grave parce que mon club ne voulait pas me lâcher. Metz ne voulait pas me lâcher parce que on avait un match de Coupe de France. Donc le dimanche d'après, donc on devait jouer contre Zimbabwe ici. Et je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait que je vienne jouer ce match contre Zimbabwe du moment que le Sénégal avait perdu donc le match allait 1-0. Sinon, on n'allait pas se qualifier. Bon, ça faisait 18 ans quand même. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Bon, mon club ne voulait pas me lâcher. J'ai dit, bon, je vais essayer de faire quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai fait? Lors du match, donc, le week-end d'avant, donc j'ai tout fait pour que l'arbitre me donne un carton rouge. Ça, c'est extraordinaire. J'ai dit, parce que bon, je suis avançant, je ne pouvais pas tacler par-ci, par-là. Mais quand il restait 15 minutes de jeu, j'ai commencé à traiter l'arbitre de tous les noms. Vraiment, je l'ai traité de tous les noms. Il y a un moment, il m'a dit... Tu voulais faire ce match? Voilà, je voulais faire ce match. Donc, il fallait que je me sacrifie quelque part pour rentrer, pour venir au Sénégal, pour pouvoir jouer ce match. Sinon, je n'allais pas venir contre Zimbabwe. Et j'étais obligé donc de tout faire pour que l'arbitre me donne un carton rouge. Parce que le soir, est-ce qu'il t'a pas dit, Bokandé, bon Jules, si tu l'as fait exprès, c'est ça, le président de Metz? Oui, après, j'ai eu quand même une suspension, parce que bon, tout le monde était au courant de cette affaire, après, parce que l'arbitre, il a dû parler de ça, que je l'ai traité de tous les noms, et mon président, il était étonné. Alors, le dimanche d'après, donc, je me suis retrouvé au Sénégal. J'ai marqué 3 buts. Le Sénégal s'est qualifié après 18 ans. Mais quand je suis rentré, j'ai capté, hein, j'ai dû prendre, j'ai pris des amendes pas possibles. Donc, j'ai perdu beaucoup de millions à cause de cette connerie. Alors, parlons du début de votre carrière professionnelle. Quand vous partiez du Sénégal pour aller en Belgique, est-ce que vous aviez des contacts avant ou est-ce que vous êtes parti comme ça à l'aventure? Comment est-ce que vous avez signé votre premier contrat professionnel? J'ai eu un contact. C'était un industriel belge, Jean Fontaine, qui avait des affaires ici au Sénégal. Je pense qu'il était là dans le match, il était là au match lors de la finale. Il m'avait repéré. Et quand j'étais suspendu à vie, quelques mois après, on m'a appelé au téléphone pour me demander, pour me proposer un contrat en Belgique. Et je devenais fou, quoi. Je pensais d'abord que c'était des blagues. Et je dis non, c'est pas possible, quoi. Or que c'était possible. La personne m'a dit non, je y vais, j'ai envie de vous amener en Belgique. Mais je vais vous dire que c'est une équipe de 3e division. Est-ce que ça vous intéresse? Automatiquement, j'ai sauté dans le truc. J'ai dit ah oui, ça m'intéresse. Bien sûr. Parce que moi, ce qui m'intéressait, donc c'était, la finalité, c'était d'aller en Europe pour terminer, pour continuer ma carrière, pour être professionnel. Et j'ai dit, chapeau, quoi. C'était vraiment la chance, quoi. Donc, de l'autre côté, on m'avait suspendu à vie, j'étais triste. Au bout de quelques mois, c'était la joie, quoi, parce que je me retrouvais, donc, en Belgique. Je veux dire quelqu'un ici qui a l'habitude de dire Khalif Boulichou. Vous avez gagné combien pour ce premier contrat professionnel? Pour ce premier contrat, je pense que j'ai gagné 800 000 francs français. C'était pas un gros contrat. C'était pas un gros contrat. Avec les primes. 800 000 francs CFA, quoi. Oui, 800 000 francs CFA. Donc c'était un tout petit contrat. Moi, ce qui m'intéressait d'ailleurs au début, voilà, c'était pas donc l'argent. C'était donc de trouver un club. C'était de jouer au football. Et donc après la Belgique, vous allez à Metz. Vous êtes le meilleur buteur du championnat de France. Tous les clubs
Européens vous volent un petit peu, et vous choisissez, vous, d'aller à Paris. Alors, est-ce qu'après, avec le recul maintenant, est-ce que vous ne regrettez pas un peu ce choix d'aller à Paris? Oh, c'est bien à dire, quoi. Si je regrette et si je ne regrette pas, je pense que j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix parce que Paris était champion. Il y avait la Coupe d'Europe des clubs champions à jouer. Et moi, ça m'intéressait parce que je voulais quand même me faire connaître au plus haut niveau, vraiment, sur le plan mondial. Et je suis allé à Paris. Je pense qu'il y avait Bordeaux, ça je l'ai déjà expliqué. Et le problème surtout, c'est que mon manager voulait m'obliger à aller à Bordeaux parce qu'il gagnait plus d'argent. Et ça, j'ai pas aimé parce que je voulais pas être manipulé. J'ai horreur de ça. Parce que quand ça s'est passé, j'étais au Caire. En plus, j'étais pas là quand il a réglé l'histoire avec Bordeaux. Et à mon arrivée à Metz, donc j'étais au courant, il y avait Paris Saint-Germain. Donc j'ai dit pourquoi pas Paris, quoi. Donc j'ai fait mon choix. Ce que je regrette un peu, c'est peut-être le fait que j'ai pas pu tenir plus longtemps. J'ai craqué. Et justement, à propos de ça, il se raconte que, bon, au PSG, à cette époque-là, il y avait Suzy qui avait allumé le truc, et puis Suzy n'était pas content parce que vous avez gagné beaucoup d'argent à ce moment-là, et puis il se raconte que, bon, lui, c'est un bon passeur, mais il ne voulait pas vous donner de ballon. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, parce que bon, j'ai pris quand même le plus gros contrat de France. C'est combien en francs CFA? On a parlé de 25 millions. En francs CFA, c'était 50 millions, je crois, aujourd'hui. Ça faisait 50 millions. Des transferts, j'ai voulu les transferts, quoi. Je veux dire, bon, au niveau salaire, ça faisait 20 à 25 millions. Donc, mais j'ai donné la moitié aux impôts. Et ça, bon, je pense que celui qui l'a pas digéré, parce que c'était la star à Paris. Je suis venu, je l'ai trouvé à Paris. Alors, il y avait Alain Lévy. Je pense que c'est lui qui m'a tué. Sincèrement, je pense qu'il fait partie des gens qui m'ont écrasé à Paris. Parce que moi, je vis en centre. Donc, j'ai un 10, moi je suis buteur. J'ai un type derrière moi qui doit me donner des ballons pour que je marque. Et tout passait par lui. Donc, les ballons que j'ai, les buts d'air que j'ai marqués, ça venait de Dominique Rocheteau ou de Omar Guessel. Donc, qui était un pote à moi. Donc, qui essayait quand même, par-ci, par-là, de me donner des ballons. Parce que vous savez, le football, il y a un chemin, quoi. Il y a un système. Tu comprends? Chacun a son boulot. Et ça, c'est le football professionnel. Chacun a un rôle. Et le rôle du 10, c'était lui qui devait donner le ballon aux attaquants. À ce moment-là, vous n'avez pas tapé sur la table en disant à l'entraîneur, ben, il faut qu'il donne les ballons. Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai tapé sur la table. À me connaissant, c'est sûr que c'est des choses que je ne digère pas. Au bout d'un moment, j'ai tapé vraiment dur sur la table. Et j'ai eu des problèmes. C'est là où j'ai eu des problèmes avec Gérard Rouillet parce qu'il a voulu me faire comprendre que c'était lui le patron. Qu'il faisait ce qu'il voulait. Alors j'ai dit non, j'ai dit moi je suis pas d'accord, si c'est comme ça, je refuse de jouer. Et pendant un moment, j'étais sorti de l'équipe à cause de ça, parce que je digérais pas tout ça, quoi. Je pense que j'étais pas le seul, il y avait Dominique Rocheteau, qui est un pote à moi, on jouait ensemble, et Dominique a eu des problèmes aussi avec Philippe. Bon, lui, il s'en foutait peut-être pas mal, moi j'étais plus jeune, moi je suis venu avec une étiquette de meilleur lutteur, pour moi il fallait taper au plus haut niveau. Et là, quand je devais jouer à tout moment, je devais marquer à chaque fois. Donc pendant le tournoi, vous savez, avant le début du championnat, il y a un tournoi qui s'appelle le tournoi de Paris. Et j'avais marqué, je me rappelle, 4 buts. Dans ce tournoi, c'était 2 matchs. Et c'était super, quoi. Et tout le monde a commencé à parler. Jules est arrivé, ça va marcher, ça va marcher. Et j'ai commencé à écraser Philippe ne l'a pas digéré, et je pense qu'il m'a tué. Et Gérard l'a suivi, moi j'ai craqué. Au lieu de tenir le coup, non, j'ai craqué, j'ai abandonné, j'ai démissionné complètement en disant donc à Bourrelli, le président, de me transférer ou de me prêter. Me transférer, c'était pas possible parce que je coûtais trop cher. Les clubs, c'était donc un petit peu réticent. Voilà, les clubs ne pouvaient pas donc m'acheter parce que bon, je coûtais beaucoup trop cher. Et ce qu'il pouvait me faire, c'était de me prêter. Et c'est là qu'il m'a proposé Nice, voulait bien m'avoir. Bon. Mais d'une manière générale, est-ce que vous avez connu ces problèmes de racisme sur les terrains européens? Est-ce que vous les avez vécus? Oui, je pense que tout le monde l'a vécu. Quand tu joues contre un adversaire, la première chose pour te démoraliser, c'est l'autorité de sa lèvre, ça c'est clair. Je pense que chacun a eu ce genre de problème, mais c'est pas méchant. Je pense que
c'est parce que le défenseur il a peur de toi et automatiquement bon il commence à te salir. Mais pour moi c'était pas important, mais le racisme quand même existait, mais dans le football c'était moins. Vraiment dans le football on ne le sentait pas, surtout au niveau donc des potes de l'équipe, on ne sentait pas le racisme. Et c'est quand on jouait contre un adversaire, c'est normal, le défenseur, bon, pour te démoraliser un peu, il essaie de toucher un bon point, donc pour lui c'est de te traiter de salingre, alors que moi c'était des choses... C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, voilà. Un autre mauvais souvenir vraiment dans votre carrière, c'est Caire 86. On dit que le Sénégal avait vraiment la meilleure équipe du tournoi, la preuve. En match de diversité, vous battez l'Égypte, vous faites vraiment rêver tout le Sénégal. Et puis, il y a ce match contre la Côte d'Ivoire. Alors, je vais vous parler franchement. Les gens disent que la question des primes avait vicié l'atmosphère d'une part, et d'autre part, on raconte que certains joueurs avaient fait la fête la veille, dont vous-même. Non, ça c'est des mauvaises langues. C'est des mauvaises langues parce que c'est pas possible. Moi, je suis quand même un professionnel. J'avais tout fait pour qualifier mon pays pour la Coupe d'Afrique au Caire. Comme je vous l'ai dit, j'ai insulté l'arbitre pour avoir un carton rouge. Je suis venu. Je pense que c'est des conneries. Ça c'est des méchants qui ont commencé à parler parce qu'ils n'avaient rien à dire. Je pense que ce que j'ai fait, tout le monde l'a vu, c'est de rater un penalty. Ça, je l'ai dit, je l'ai fait parce que tout le monde l'a vu. Voilà, on n'a pas voilà. Je vais parler, c'est l'avant-veille. Voilà, quand les gens commencent à dire, bon, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de primes. Il y a eu des problèmes de primes. C'était 2 jours, je crois, avant le match, contre le Côte d'Ivoire, il y a eu des problèmes de primes. Pourquoi? Parce que les dirigeants de la fédération devaient toucher les mêmes primes que nous. Alors, dans ce cas, j'ai dit au ministre qui était Nandi Sané, je lui ai dit, j'étais désolé, si ces dirigeants doivent toucher les mêmes primes que nous on ne joue pas, eux ils vont jouer à notre place. Parce que c'est pas normal qu'on joue, eux ils sont sur les tribunes, cravates, vestes et tout, et c'est les premiers à nous traiter, c'est les premiers à nous insulter, et puis ils doivent toucher les mêmes primes que nous. J'ai dit, ça c'est pas logique, ça se passe pas, quoi, c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde du football. Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes, ça parlait de gauche à droite. Alors moi, j'étais sorti de la réunion parce que je pensais que c'était vraiment nul, que des dirigeants râlent pour avoir les mêmes primes que nous. Alors c'est là où j'ai dit, si c'est comme ça, moi je rentre. Donc Salamona n'était pas au Caire. Ah non, ça c'est des conneries, les gens ont raconté des histoires de Salamona, de ceci, de cela. Je pense que c'est pas vrai. C'est pas vrai, je pense qu'il y avait Laïda qui était là, lui il le sait. Tout le monde sait que Salamona n'était pas là, c'est parce qu'ils ont vu dans le journal, c'est Afrique Elite je pense, ils ont vu un reportage avec Salamona, Jules Kandé, Salamona, les gens ils en ont fait un truc quoi, ils ont parlé de ça, mais je ne suis pas quand même dingue. Mais comment vous vivez tout ça? Parce que quand vous êtes célèbre, comme vous êtes, alors il y a plein de rumeurs qui circulent sur votre compte, quand ça vous revient, ça vous blesse ou vous dites bon, alors, je m'en fous, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je m'en fous. C'est vrai qu'au début, ça me blesse. Surtout quand ça vient des Sénégalais. Quand ça vient de mon peuple. Ça me fait mal au départ parce que j'ai fait pas mal de sacrifices pour mon pays. Et quand ça vient d'eux, ça me fait mal. Ça me fait mal au début. Après, je dis, bon, Jules, tant pis. C'est la vie, c'est comme ça. Tu as choisi. Tu as voulu être star. Maintenant, il faut encaisser. Et c'est ce que ma maman me disait. Ma maman me parlait beaucoup. Me disait, fais attention. Tu as voulu être ça, ils vont te frapper. Alors, il faut avoir un dos solide, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est toi qu'on va frapper. Et vous vous rendez compte, on dit au Caire, la veille du match, il y avait des joueurs d'or. Et je faisais partie de ces joueurs. J'ai dit, mais c'est terrible. Comment les gens peuvent penser, mais je suis désolé, on est quand même des professionnels. Ils ont parlé de Mantouré, ils ont parlé de Marguerite, ils ont parlé de Momurito. J'ai dit, c'est méchant. J'ai dit, c'est méchant. On est quand même des professionnels et on avait envie vraiment de gagner cette Coupe d'Afrique parce qu'on était quand même les meilleurs. Il faut le reconnaître. Mais est-ce que, avec le recul, est-ce que c'était pas ça le problème? Est-ce que vous n'étiez pas trop sûr de vous? Est-ce que l'équipe sénégalaise n'avait pas péché par excès de confiance? Il y a peut-être ça, mais je pense qu'on a été perturbés par surtout les gens qui entouraient le football sénégalais, les gens qui étaient là. Ils ont complètement mené dans un autre truc qui n'avait rien à voir avec le football. Mais justement, cet environnement de l'environnement, quoi. On va évoquer une question qui est un petit peu délicate, c'est la question des ronds. Il se raconte, je ne sais pas si c'est vrai, vous me direz tout à l'heure,
qu'à chaque match, c'est des bassines d'eau qui sont remplies, les joueurs sont obligés de faire des bains. Est-ce que vous avez vécu cette ambiance? Ah oui, on l'a vécu. Je pense que ça fait partie aussi des choses qui nous ont tué au cœur. Parce qu'il y a eu des moments, ils nous ont sortis de l'hôtel, ils nous ont emmenés à l'ambassade pour manger, soi-disant qu'ils allaient mettre des histoires de rondom dans le plat, des histoires comme ça. Et en plus, ce qui est terrible ici au Sénégal, le rondom passe avant la qualité du joueur. Avant la préparation. Voilà, avant la préparation, la qualité du joueur. Et ça, c'est dommage, c'est grave. Vous vous rendez compte, même 92, on a perdu 92 ici. Alors qu'on pouvait gagner 92. Mais justement, on n'avait pas de plan de récupération. Je ne veux pas vous couper, mais même au Sénégal 92, lors du match Sénégal-Cameroun, on raconte qu'on avait prévu des grâces spéciales pour vous, qu'on leur a oublié avant d'arriver au stade. Non, c'était pas des grâces spéciales. C'était donc les grâces que je jouais d'habitude. Et que quand j'ai rangé mes affaires, donc pour moi, mon premier truc, c'est les grâces. C'est les grâces que je mets dans le sac avant de mettre mes petites histoires. Donc les grâces, je les ai laissées sur le lit. J'ai rangé mon sac, je suis parti. Au stade comme ça. Voilà, arrivé au stade, quand on devait aller se réchauffer, je me suis rendu compte que j'avais pas mes grâces. Ça vous a perturbé ça? Ça m'a perturbé parce que je pensais au départ, c'était Roger qui les avait cachés. Parce que Roger, on était dans la même chambre, c'est un pote, il aime bien faire des blagues. Et quand j'ai insisté, il me disait non, Ben, j'ai pas vu les chaussures, je te jure, j'ai pas pris les chaussures. Et finalement, j'ai eu confiance. Et c'est là que Claude a envoyé le militaire qui était blessé, à l'hôtel, pour aller me récupérer d'autres paires que j'avais dans l'armoire. Et quand il est arrivé, il a trouvé le grâce sur le lit. Alors ça, c'était bizarre, quoi. J'avais bien compris, les gens m'ont dit que c'était des histoires de rond, mais je pense qu'avant le match, on n'avait pas le temps de récupérer. Ici, c'est ça le problème aussi. C'est qu'on avait 50 000 bains. Je vous jure, on devenait tout blanc. À cause du bain, on avait froid. Ça, maintenant, il faisait très froid. La nuit, on commençait les bains, c'était terrible. Demandez aux copains, ils vont vous dire. Le jour du match, après manger, on n'avait pas le temps de récupérer. L'adversaire, il est à l'hôtel, il dort tranquillement, il récupère. Nous, on passait tout notre temps à se baigner. Jusqu'au moment du match, quoi. Donc, on finit de se baigner, on rentre dans les chambres, on prend les sacs, et puis directement au stade. Mais c'est pas possible. Mais dites-moi, Jules, quand vous avez pris l'équipe nationale, est-ce que vous avez arrêté ce phénomène? Est-ce que vous avez dit non, c'est fini, maintenant on donne la priorité à la préparation? Bien sûr, j'ai eu pas mal de problèmes à cause de ça, avec les cas qui entouraient le football. Demandez à Bouba, on a eu pas mal de problèmes à cause de ça. Parce qu'on disait... Je me rappelle de Bouba, après une élimination, qui disait c'est pas possible, les joueurs ont pris des bains. Mais vous-même, par exemple, ce match contre la Tunisie à Ziguinchor, vous avez vu avec une canne, on a vu les joueurs avec des cure-dents. Est-ce que finalement, vous n'avez pas été obligé, vous aussi, de passer? Bien sûr, j'étais obligé, c'est le système qui est comme ça. J'étais obligé de rentrer dans ce système, quoi. De croire que, voilà, quoi, je pouvais pas faire autrement. Bon, des fois, c'est des bluffs. Bon, moi, en cas de match, c'était un peu de bluff parce que c'était chez moi. Bon, c'était des bluffs, c'était pas parce que cette canne me faisait gagner le match. Pas du tout. Mais bon, c'était des bluffs, quoi. Ça n'avait rien à voir. Mais je pense que ça fait partie des choses, quand même, qui ont tué le football sénégalais. Ces histoires de rondom. Et je pense que Caire, c'était pareil. 92, c'était terrible, j'ai vu terrible. J'ai vu des choses que je ne peux pas dire ici à la presse. Non, mais allez-y, attendez, c'est vraiment terrible. J'ai vu enterrer, comment ça s'appelle, un mouton vivant, comme ça. Mais c'est terrible. C'est allé jusque-là. C'est allé jusque-là. Pour gagner un match, j'ai dit, c'est dingue. Or qu'on avait des joueurs, on avait des professionnels, des gens qui avaient perdu l'habitude de ce genre de choses. Quand on joue en Europe, j'étais désolé, on n'a pas de bain, on n'a pas des combats de lutte. Voilà, c'était la même chose. Nous, on avait perdu l'habitude. Moi, j'avais complètement perdu. Et ça, je l'ai toujours râlé en plus en équipe nationale. J'ai eu des problèmes en équipe nationale quand j'étais joueur à cause de ça. C'était même mes copains qui venaient me trouver dans la chambre et me disaient, non, viens te baigner parce que sinon, ils vont dire demain, si on a perdu, ils vont dire que c'est de la faute. Et comme ça, je dis, bon, ok, parce que j'avais quand même des potes qui m'entouraient, et surtout Roger et Coteau, ils n'arrêtaient pas de me fatiguer, quoi. À chaque fois, ils venaient me trouver dans ma chambre pour me citer, pour me dire, non, sors, tu vas venir te baigner comme nous.
Parce que moi, je ne pensais pas que ça pouvait gagner un match. Ça peut donner un coup de main. Ça peut donner un coup de main, je suis entièrement d'accord, je crois. Je suis africain, j'ai des terrains, comme tout le monde. Je suis désolé. Mais ça ne peut pas gagner un match. Pour gagner un match, je pense qu'il faut se défoncer. Il faut se préparer. Sinon, tu ne peux pas gagner un match. Et le sportif sénégalais, c'est ça d'abord, surtout le footballeur. Le footballeur, c'est le rang. Après le rang, c'est qualité. Alors que je dis non, c'est qualité d'abord, après le rang. Ça te pousse un peu, ça te donne un petit coup de main. Mais chez nous, vous ne pouvez pas comprendre le nombre de bains qu'on nous file dans le football sénégalais, mais c'est extraordinaire. Pour reconstruire. Et le prenons qu'ils mettent dans ces histoires. Il paraît qu'à Sénégal 92, il y avait un comité qui était chargé avec beaucoup de millions pour régler toutes ces Je vous dis, sincèrement, je vous dis qu'ils ont dû dépenser 52 à 50 millions, 58 millions, quelque chose comme ça, mystique. Quand j'ai vu ça, sincèrement, j'ai eu peur. 52 millions pour le temps. J'ai eu peur, j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit c'est pas possible. Pourquoi ces 50 millions, ils ne peuvent pas donner ça aux joueurs? Mais c'est les jeunes qui sont là, qui chôment, qui n'ont pas de boulot, qui font rien, qui mangent chez eux. Mais vous leur donnez ce pognon, mais ils vont se défoncer pour gagner un match. Au lieu de prendre ce pognon, mettre ça dans des histoires de rondelles, or que je sais que c'est pas vrai, parce que j'ai fait une expérience. J'ai pris une bouteille, qui était dans ma chambre, j'ai mis de l'eau, j'ai pris des feuilles mortes là, j'ai mis dedans, un peu de charbon, j'ai fait bouger, et je suis sorti, j'ai dit aux joueurs, ça vient de la Casamance. J'ai dit, ça vient de la Casamance, alors les gars, on vient de me l'envoyer de la Casamance, il faut prendre un bain avec. Et tout le monde a pris le bain. Et tout le monde a pris un bain, et les joueurs disaient, du Barbile. Ils disaient, du Barbile, car je dirais du Barbile. Alors que c'est moi qui l'ai préparé dans ma chambre. Et j'ai dit, c'est comme ça, donc ça se passe de l'autre côté. On donne des millions, et si tu prends des millions, il va le faire lui-même. Il a l'argent dans sa poche, il va même pas voir un marabout, il n'a même pas besoin d'aller voir un marabout. Il le fait lui-même. Il y a une meilleure transparence peut-être parce qu'on dit très souvent on dépense beaucoup d'argent dans le foot, mais en vérité, avec des histoires comme ça, on se rend compte qu'il faut une transparence dans la gestion. Voilà, c'est des choses comme ça, quand on dit qu'on dépense beaucoup beaucoup d'argent dans le football, c'est vrai, parce que on a la chance d'avoir un président qui adore le football, qui met beaucoup d'argent. On a notre marraine, Madame Elisabeth Diouf, qui donne aussi beaucoup d'argent dans le sport, dans le football. C'est dommage que les gens qui sont là pour gérer ce pognon, ils font du n'importe quoi avec ce pognon. Vraiment. Parce que ce pognon, quand même, est destiné aux joueurs. Je suis désolé, ça appartient aux joueurs. Mais, bon, c'est bien. Moi, c'est des choses que j'arrive pas à comprendre. Quand on donne 100 millions pour le football, il y a peut-être 10 millions ou 5 millions qui reviennent aux joueurs. Nous, tout ce pognon, c'est rentré dans la poche des gens, Samba, Paté, Omar, c'est comme ça que ça se passe. Je bouffe, je donne à l'autre, chacun bouffe. Mais le joueur, c'est lui qui bouffe le moins. Et c'est lui qui se défonce, et c'est lui qui est sur le terrain. Et c'est lui qu'on va. C'est ça le problème. J'ai dit, c'est pas normal. Qui bouffe, ok, ils n'ont qu'à bouffer. Mais ils n'ont qu'à donner aussi aux joueurs. Une petite partie. Ils ne peuvent pas tout bouffer et rien donner aux joueurs, parce que quelque part, c'est les joueurs qui font un spectacle. C'est à cause des joueurs que les gens viennent. Et c'est pas le problème. On va un petit peu revenir sur votre expérience en équipe nationale. D'abord, une petite précision, on rend compte que vous avez pris le cote avec vous, vous êtes allé dans le bureau de Daoud Alpha et vous lui avez dit simplement, je veux prendre l'équipe nationale. C'est vrai que ça s'est passé comme ça? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que moi, en arrivant ici au Sénégal, c'était clair. J'avais d'abord parlé avec le ministre au téléphone. J'étais en Belgique. C'était quel ministre à cette époque? Ousmane Paye, le ministre actuel. D'accord. Donc on avait parlé déjà au téléphone. En venant ici au Sénégal, je savais que je venais pour l'équipe nationale. Et quand je suis arrivé, le ministre nous a convoqués, Bouba et moi, et on a discuté. Donc il n'y avait pas d'entraîneur en chef et tout cela. Ça, c'est les mauvaises langues, c'est les gens qui ont envie, qui voulaient foutre de la merde, excusez-moi du terme, entre Bouba et moi. Heureusement qu'on est très lucide, qu'on est des potes, vraiment des amis. Alors c'est eux qui voulaient créer des problèmes en disant que j'étais l'entraîneur en chef, que j'ai dit l'entraîneur en chef, c'était des conneries. Quand le ministre nous a appelé, c'était bien clair. On devait tous les deux, c'était un duo, on devait s'occuper de l'équipe nationale. Alors dans ça, il a été nommé comme nous, quoi. J'étais désolé,
Quand je suis allé voir Baïda Faye, c'est parce qu'il nous a convoqué, c'est normal que le président de la fédération, on devait quand même le rencontrer. Mais il n'y avait aucun problème. D'accord. Mais est-ce qu'avec le recul, est-ce que cette expérience n'était pas prématurée? Non, pas du tout. Je pense qu'on pouvait faire quelque chose. On avait commencé un super boulot de moi. Et c'est ça que je regrette aujourd'hui, parce qu'on n'a pas arrêté de recommencer. Et jusqu'à présent, il n'y a rien qui marche. Et je suis désolé, on a été quand même les premiers entraîneurs sénégalais à jouer les quarts de finale d'une Coupe d'Afrique, à part Claude Leroy. Je suis désolé, ça il ne faut pas l'oublier. Quand je suis arrivé, Bouba et moi, ici, dans le football sénégalais, et le football sénégalais avait touché le fond, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On a essayé de donner de l'âme à ce football. On a commencé à travailler dur. On est parti, on a fait 15 jours donc, en Allemagne, 15 jours de stage, mais ça a été très dur pour les joueurs parce que c'était l'hiver, il faisait froid, les joueurs ne pouvaient pas s'entraîner. Quand on est rentré, on a beaucoup bossé. On a beaucoup bossé avec les jeunes et le problème qui se pose ici aussi dans le football sénégalais, c'est que dans les clubs, il n'y a rien. À chaque fois qu'on gardait les joueurs, 3 semaines, un mois, avec nous, les joueurs, on devait les libérer. Dès qu'on les libère, ils rentraient dans le club. Au bout de 10 semaines, 15 jours, quand ils revenaient, vous savez, on recommençait à zéro. Physiquement, tactiquement et techniquement. Quand je parle de technique, c'est pas la technique individuelle, c'est la technique collective, quoi, de l'équipe, du groupe. On recommençait tout. Physiquement et tactiquement, on recommençait tout. Là, vous essayez de me dire que quel que soit l'entraîneur qui puisse être en place, tant qu'on n'aura pas fait la réforme de fond, en réformant nos clubs, on ne pourra pas y arriver. Bien sûr, parce que dans le club ivoirien, les gamins, ils ne travaillent pas, ils ne bossent pas, et il n'y a pas de suivi dans les clubs. Et à chaque fois qu'on les libérait, ils revenaient en équipe nationale, on était obligé de recommencer. Et j'avais demandé donc au ministre, dans le temps, qu'on essaie de trouver un moyen de sélectionner 40 joueurs et de les garder 24 sur 24. L'équipe nationale, je suis désolé, on a des locaux, on a le stade de l'amitié, on a Thiès, de Thiès, où on peut regrouper 24 sur 24 les joueurs. Les joueurs à être des propriétés de l'État. Moi, c'est ça que je voulais, parce que, n'oubliez pas, on n'est pas des professionnels ici. Les équipes, c'est pas des professionnels. C'est pas comme en Europe. Si on veut faire un bon boulot, c'est comme ça qu'on doit faire. On doit pouvoir créer des centres de formation. Ça, c'est un problème, parce que les centres de formation, ça coûte aussi cher. Mais qu'est-ce qui bloque tout ça? Parce que je me rappelle, je sais qu'il y a dans les tiroirs du ministre de la Jeunesse et du Sport beaucoup de projets de réforme. On avait parlé de réformer les clubs, etc. Mais personne n'a le courage de prendre ces décisions-là. Et on recommence toujours. Qu'est-ce qui doit passer? C'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Je pense que c'est à tous les niveaux, quoi. Il avait parlé aussi d'installer des centres de formation dans chaque région. Ça fait combien d'années qu'ils en parlent? Il n'y a rien. Et dans les clubs, c'est pareil. Je ne sais pas qui doit décider, si c'est le ministre ou si c'est la fédération, mais il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut régler, parce que les autres sont en train d'avancer. Vous vous rendez compte, même la Guinée-Bissau, maintenant, nous crée des problèmes. La Guinée-Bissau nous a battus il n'y a pas longtemps. La Mauritanie aussi. Oui, la Mauritanie, vous vous rendez compte? Non, c'est pas normal. On était déjà très loin de ces pays-là, vraiment très loin. Quand on voit le nombre de professionnels que le Sénégal a sortis, dans le football de haut niveau, mais c'est terrible. Le nombre de footballeurs qui ont joué dans le football de haut niveau, mais c'est terrible. On ne peut pas revenir comme ça pour ça. Et puis, ce qui est un petit peu triste dans cette affaire, c'est que de plus en plus, on va chercher nos internationaux dans les pays du Golfe qui ont un championnat de 3 ou 4 mois. Alors, on les sent tout le temps à bout de compétition. Mais ça, je vais en parler un peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'étais entraîneur ici avec Bouba, il y a eu des moments où j'ai refusé de sélectionner les joueurs qui jouaient en Arabie Saoudite. Je n'ai pas refusé. On avait demandé, avant de les sélectionner, que ces joueurs devaient venir jouer un match amical. Parce qu'on n'avait pas la possibilité d'aller les voir en Arabie Saoudite. Ils devaient venir jouer un match amical pour qu'on voit leur forme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens m'ont créé des problèmes. Ils m'ont critiqué. Ils ont parlé d'Arabie Saoudite qui a été en Coupe du Monde et tout ça comme ça. J'ai dit, je suis désolé. Cette équipe qui a été en Coupe du Monde, cette équipe, on l'a sortie du championnat pendant 6-7 mois. Cette équipe n'était plus en Arabie Saoudite. Ils ont fait des tournées en Angleterre, au Brésil, partout dans le monde.
Et c'est cette équipe qu'on a retrouvée en Coupe du Monde. Ils ont travaillé. C'est pas le même niveau. Je disais que les championnats d'Arabie Saoudite étaient faibles. Les gens m'ont voulu. Ils ont essayé de me créer, de me mettre en mal avec Moussandao. Moussandao, c'est mon petit frère. Il faut lui demander, il va vous dire, j'étais son protégé, je le protégeais à l'équipe nationale. Je ne peux pas aujourd'hui être contre lui, c'est pas possible. Si aujourd'hui, moi, mon désir, c'est quoi? C'est que le football sénégalais touche le plafond. Si il peut régler mon problème, mais vous ne pensez pas que je ne peux pas le laisser dehors. Je suis obligé de le prendre. Et aujourd'hui, je me rappelle du match ici contre Togo. Et c'est les mêmes gens qui me critiquaient, qui disaient que c'était des touristes. Ouais. Qui critiquaient l'entraîneur, pourquoi l'entraîneur avait sélectionné ces joueurs. Je dis, il faut savoir ce qu'on veut ici dans ce pays. Oui, moi je ne peux pas dire non, je ne peux pas sélectionner ces joueurs quand j'étais entraîneur parce que ces joueurs, je ne les avais pas vus. On m'a critiqué à cause de ça. Et qu'après, il y a eu mon remplaçant qui arrive, qui sélectionne ces joueurs, ça ne marche pas, on les traite de touristes. J'ai dit, je suis désolé, il faut savoir ce qu'on veut. On a critiqué la Médière, on a même tué à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il avait sélectionné, soi-disant, des touristes, des joueurs qu'il n'avait jamais vu jouer. Mais oui, on ne peut pas sélectionner un joueur qu'on n'a jamais vu jouer. Ça c'est normal, c'est logique, mais c'est ce que je disais. Et je vois qu'aujourd'hui, les gens commencent à revenir, tout doucement. Ce que je refusais, ils commencent à comprendre ce que je disais dans le football. Parce que le football, c'est ma vie. Vous me parlez de votre métier de journaliste, je vais me taire, je vais vous écouter parce que c'est pas mon domaine. Vous allez me parler de politique ou de mathématiques, je vais me taire, je vais vous écouter. Mais quand je parle de football, on doit m'écouter. Parce que c'est ma vie. J'ai tout donné à ce football. Et je me suis consacré ma vie dans ce football. Et je connais le football de haut niveau. Mais justement, si vous demandez de resservir ce football-là, est-ce que vous hésiterez ou vous direz... Je ne peux pas éviter. C'est ce que je dis toujours. Mon pays, j'adore mon pays. Je suis fou de mon pays. Ça je pense que aujourd'hui, tout le monde le sait, quoi. Hein. Je suis vraiment compatriote. Je suis un patriote, quoi. J'adore mon pays. Et tout ce que j'essaie de faire, si je suis revenu, voilà, si je suis revenu aujourd'hui au Sénégal, c'est uniquement pour donner à ces jeunes de mon pays tout ce que j'ai là dans la tête. Parce que j'ai appris. Je dis, 1 heure de théorie, 2 heures de pratique. Pendant plus de 10 ans, je suis désolé, ce type il a quelque chose dans la tête. Aujourd'hui, on est né dans le football des gens qui ont fait 3 mois d'option football, du stage de football, et c'est eux aujourd'hui qui jouent le football sénégalais. Et c'est là où ça me choque. Parce que des gens comme moi, il y en a pas mal. On a des joueurs comme Abdissel, Tchernobyl, Roger Mendy, Lamine Gaye, on a Bouba, tous ces gens-là. C'est un petit peu désolant que ces gens-là soient perdus pour le football. Mais dites-moi, si on vous demande aujourd'hui de revenir au foot, est-ce que vous avez un projet précis vraiment pour sortir le football sénégalais de l'homme? Comme le basket. Tout à fait. On a une association des anciens internationaux, donc on est en train de travailler là-dessus pour essayer de rentrer dans ce football, parce que maintenant on va s'imposer. Maintenant c'est clair, ça va être la guerre. Ça va être la guerre parce qu'on ne peut pas continuer à voir ça. C'est vraiment désolant, c'est vraiment triste. Vous ne pouvez pas comprendre la dernière fois quand j'ai vu le match Sénégal-Maroc, j'ai chialé parce que les Marocains ils ont joué comme d'entraînement. C'était un match d'entraînement. Et quand j'ai regardé ce maillot national, je dis mais ces gens-là ne se rendent pas compte que qu'est-ce que c'est le maillot national. Et ça m'a tué. Et c'est là où j'ai dit aux copains, attention, maintenant on ne va plus être là à parler de par-ci par-là. Non, on va s'imposer. Parce que le football nous appartient. Quand on critique, je suis désolé, moi j'ai reçu des coups de fil des copains en France et tout, qui me critiquent, Jules, votre football, puis il n'y a rien là, mais c'est pas normal. Je suis désolé. Aujourd'hui, on est en contact avec les anciens internationaux de France, les Platini, les Rocheteau, toute la clique. On les connaît, c'est les potes à nous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on peut créer quelque chose, on peut apporter quelque chose à ce football? Sur le plan matériel, par-ci, par-là, moyen, on peut le faire. Au lieu de à chaque fois, vous allez prendre l'équipe nationale qui achète des équipements. Mais ça s'est dépassé, on dirait un club. Une équipe nationale, c'est pas un club. Il faut que les gens comprennent que c'est pas une équipe de quartier. Une équipe nationale, ça concerne tout le peuple sénégalais. Et c'est ça qui me fait mal. Parce que je pense que les gens, ils font même pas attention au peuple. Ouais, ils comprennent pas. Aujourd'hui, je suis content parce que le basket a gagné la Coupe d'Afrique. Extraordinaire. Ce jour-là, j'étais vraiment content parce que j'ai dit, enfin, voilà des gens. Et puis surtout heureusement parce que
Si en plus on avait perdu le basket, bon, ça va grave pour nous. Ils ont sauvé aujourd'hui le sport sénégalais, le basket. Et je dis chaque fois, je vais en profiter d'elle pour les féliciter. Je n'ai pas eu l'occasion parce que je n'étais pas là. J'ai voulu être là-bas, je ne pouvais pas y être, mais je profite de l'occasion pour les féliciter, l'entraîneur et les joueurs. Parce que je pense que l'entraîneur, regardez les gens qui entraînent le basket aujourd'hui, c'est tous des anciens internationaux. Attention, hein. Mais moi, de ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce que moi, quand je regarde l'équipe du Sénégal généralement, je me dis qu'au-delà des faiblesses sur le plan tactique, etc., il y a un problème mental. Je ne les sens pas mouiller le maillot, vouloir se battre, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un problème si la nouvelle génération du football? Non, ils ne sont pas dans des conditions pour mouiller le maillot, quoi. Je suis désolé, quoi. Les joueurs, on le prépare, on ne va pas le chercher comme ça pour le mettre dans un terrain de football. C'est pas bien, c'est pas normal. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans le football. Est-ce que vous n'êtes pas trop gentil? Est-ce que vous n'êtes pas trop gentil tout de même avec ces footballeurs? Parce que bon. Non, parce que d'habitude, quand ça marche pas, c'est le footballeur qu'on frappe. Les gens ne font jamais attention à ce qui se passe derrière. Parce que le footballeur, si tu ne le mets pas dans de bonnes conditions, il va rentrer dans un terrain de football, il va rien faire. Il y a un chemin, je te dis, il y a une route. L'Européen a dit que c'est comme ça que ça se passe. Et nous, on essaie de passer à côté. C'est vrai que la question est passionnante, mais il nous reste peut-être 10 minutes. Alors, je ne sais pas moi, une dernière question sur ce chapitre. On a presque tout essayé, hein. On a essayé les actionnaires du football, comme vous dites là, les professeurs d'éducation physique, on vous a essayé, vous. Hein. Alors, nous, on a pas laissé le temps. On a essayé, mais on a réussi. Je suis désolé. On a réussi parce qu'on a joué. Moi, je pense qu'on a réussi. Parce que tout le temps qu'on était là, on a joué quand même les quarts de finale. C'était notre objectif. C'était d'arriver en quart de finale. On est arrivé en quart de finale. Et ils n'ont pas laissé le temps de continuer. Quand on a fait match nul contre Tunisie, aussitôt, ils l'ont viré, Diva et moi. Et pourquoi ils l'ont viré? Ils ont amené qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont allés à Tunis? Ils ont perdu 4-0. Nous, on sait pourquoi. Parce que l'équipe de la Tunisie était mieux préparée que notre équipe. C'était une équipe qui a été préparée. Ça faisait des années que ces joueurs-là jouaient ensemble. On avait préparé ces joueurs. Si on avait joué le match, je vais vous dire une chose. Au stade de l'amitié, on perdait ce match. Nous, on est des connaisseurs du football. Je suis désolé, on a compris qu'il fallait jouer dans un petit terrain. Pour au moins, si on ne peut pas gagner, on ne va pas perdre le match, on va prendre un point. Ça, c'était tactique. C'est normal. Parce que la preuve, quand ils sont allés à Tunis, ils ont pris 4, hein. Je suis désolé, ils ont pris 4. Moi, on a quand même fait match à Ziguinchor 0-0, c'est un point. On avait encore des choses à faire. Il fallait nous laisser le temps. Il ne fallait pas tout bousculer, tout chambouler. Et aujourd'hui, on se retrouve au même point. D'accord. Mais quand vous dites désormais on va s'imposer, vous allez faire quoi dans les prochaines semaines? Parce que maintenant le Sénégal est éliminé, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, c'est fini. On a des années. Vous allez faire quoi dans les prochaines semaines? On a des années. On doit en principe rencontrer les autorités, on doit rencontrer le ministre du Sport tout peu de temps pour discuter de tous ces problèmes. Je pense que c'est pas à la télévision que j'ai discuté de ces problèmes. Je pense que avec mes copains et moi, on va rencontrer le ministre et éventuellement le président de la République pour discuter de tout ça, comment on doit faire aujourd'hui pour essayer de donner à notre football ce qu'il mérite. Parce qu'aujourd'hui, vous avez produit une surprise. Je vais vous proposer une de vos presque dernières sorties en équipe nationale. C'était un soir, je crois, de janvier. On jouait contre le Kenya. Et puis ce soir-là, vous aviez fait danser le Premier ministre du Sénégal sur ces images. Serment public pour soutien total. Cette fois, ça y est, elle a trouvé. Certes, ils n'étaient pas aussi nombreux que dimanche dernier, mais depuis le moment où les Lions ont foulé la pelouse pour un dernier tour de chauffe jusqu'au coup de sifflet final, leur soutien n'a jamais fait défaut aux Lions. Même à la mi-temps, alors que les Lions n'avaient pas encore réussi à déstabiliser une défense kenyane bien organisée, ils ont continué d'y croire et ils avaient bien raison. Dès la 16e seconde de la deuxième mi-temps, Souleymane Sané allait leur donner l'occasion de laisser exploser leur joie. Mais le délire, l'apothéose, c'est pour un peu plus tard. Et vous savez qui est passé par là? Jules François Bocandé, bien sûr. Les Lions de ce soir avaient tout pour gagner. La passion de Mawad Wade, le coup de pied du Premier ministre
les encouragements de Madame la Présidente. Non, vraiment, ces lions-là, rien ne pouvait leur résister ce soir. Voilà, Bokandé, j'ai presque envie de vous demander, j'ai presque les larmes aux yeux, j'ai presque envie de vous demander quand est-ce qu'on pourra revivre des moments comme ça. On sent que le peuple sénégalais aime le football quand même. Vraiment, quand on voit ça, c'est triste aujourd'hui de voir notre football à ce niveau, parce que ça c'est vraiment extraordinaire. Et comme vous l'avez dit, j'ai un peu les larmes dans les yeux en regardant ces images, mais je pense que c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Il faut que les gens aujourd'hui nous fassent confiance. Ils doivent comprendre, ils doivent nous faire confiance, ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a que nous qui pouvons sauver ce football. Parce qu'on a tout donné à ce football, on connaît, on sait comment ça se passe. Et c'est ça que je voulais dire. Si aujourd'hui on nous confie, parce que comme Bouba l'a dit la dernière fois, 60% du football sénégalais, moi je peux vous garantir aujourd'hui qu'on allait revoir les mêmes images dans quelques années. On va se qualifier pour une coupe africaine et on va même se qualifier pour une coupe du monde. Ça, je le garantis. Deux dernières questions. Une question, et sans parler de la Casamance, une situation qui vous tient beaucoup à cœur. On avait espéré que ça allait se régler définitivement, mais il faut dire que les dernières nouvelles qui nous parviennent de la région sud ne sont pas très encourageantes. Alors comment vous vivez tout ça? Actuellement, je le vis difficilement, c'est vrai, parce que, comme je l'ai dit, il y a eu des moments. L'année dernière, j'avais organisé un mini-festival pour la paix avec les jeunes de la Casamance. C'était super, et depuis un certain temps, on n'avait plus entendu les armes. Et aujourd'hui, j'ai appris par la presse que ça rebouge encore. Et c'est dommage, parce que quand on voit les grands perdants de cette affaire, c'est les jeunes, et que la guerre n'arrange rien du tout, les armes n'arrangent rien. Et ce que je demande à tous ces gens qui sont concernés, surtout les gens qui sont dans la brousse, de déposer les armes et de venir discuter avec les autorités autour d'une table. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut arranger le problème de la Casamance, parce que les armes n'arrangent rien. Et c'est tout le temps des Sénégalais qui vont crever. Moi, j'ai perdu des copains, côté des rebelles et côté des militaires. J'ai dit c'est dommage. Et vraiment, je demande à tout le monde, tous ces gens qui sont concernés, d'essayer de se voir autour d'une table et de discuter et de déposer les armes. Parce que c'est triste ce qui se passe aujourd'hui. Parce que j'adore la Casamance. Et j'adore le Sénégal qui est mon pays. La Casamance, j'ai signé là-bas, j'ai tout fait là-bas. C'est à cause de ma vie professionnelle que j'ai quitté la Casamance. Et je demande vraiment aux gens de comprendre qu'aujourd'hui, les grands perdants de cette affaire, c'est les jeunes. Et les jeunes vraiment demandent d'arrêter. On en arrive à la dernière minute de cette émission. Le principe est simple, moi j'ai 5 mots que je soumets toujours à l'appréciation de nos invités, et très rapidement ils me disent qu'est-ce que ça leur inspire. Alors, premier mot avec Jules-François Bokandé, les filles. Non, je n'aime pas. Ah oui? Non, je ne les aime pas. Dans la vie, on en a besoin. Je pense qu'on en a besoin. Moi, je suis quand même un homme marié, j'ai des enfants, j'ai 2 petites filles, dont j'en profite pour les embrasser. Et je pense que ça fait partie de la vie. L'argent? L'argent aussi. L'argent, c'est normal. Il faut en avoir pour vivre, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand tu n'as pas d'argent, c'est rien du tout. La colère? La colère, de temps en temps, c'est bien. Moi, ça m'arrive de me fâcher. Parce que j'ai pas le temps. Vous faites quoi? Vous cassez quelque chose? Vous criez? Je crie et je m'en vais. L'amour? L'amour, c'est important. On ne peut pas s'en passer. C'est logique. Le football, c'est ma vie.
Ça, c'est ma vie. Ça, je ne peux pas aussi passer à côté. Je suis obligé d'être dedans parce que j'ai tout donné pour le football. Voilà, Geoffroy Bokandé, merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau de En toute liberté pour cette dernière émission avant une petite pause que nous allons observer. Une pause simplement, mais très chers téléspectateurs, nous n'allons pas vous quitter parce que, en attendant de vous retrouver très prochainement en compagnie de Daoud Ndia, nous allons vous proposer les meilleurs moments de En toute liberté nouvelle série depuis Noah Touad jusqu'à Jules François Bokandé. Merci de nous avoir suivis, passez tous une excellente fin de soirée et à très bientôt. Au revoir.